Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Mazery. Bonjour Julien. Salut Johanna. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et parler un peu de ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, Julien Mazary, comme tu m'as présenté. J'ai 38 ans et j'ai commencé donc après mon bac, j'ai fait licence, STAPS, entraînement sportif et activité physique adaptée également. J'ai passé 2 licences. J'ai également un DU de préparation physique qui est le DU de Gilles Comiti. En parallèle, j'ai aussi un brevet d'état de handball et après d'autres spécialisations de formation de type, réathletics, ou autre. Et puis après, j'ai fait de la préparation physique dans plusieurs clubs ou sportifs individuels. Et j'ai eu le plaisir aussi d'écrire un livre sur la préparation physique au tennis avec Alexandre Hidalgo, un ami. Voilà, après il y a plein de je pourrais, parler pendant plein d'expériences qu'on pourra partager lors de ce podcast. Ouais. Et du coup, pourquoi la préparation physique? C'était un choix, ouais. P alors la préparation physique, pourquoi? Au début, sincèrement, quand je suis sorti de mon bac, j'étais un peu immature dans ma tête. J'avais 2 passions, j'avais le théâtre et j'avais le sport. Et j'ai voulu aller, vers le sport. Au début, je voulais aller en fac de médecine et en toute transparence, je suis allé à la fac de médecine de Poitiers. Je suis resté 2 jours, dans l'amphi, j'ai flippé. Il y avait énormément de monde, il y avait une ambiance, qui correspondait pas à ma personnalité. Moi, je viens du sport collectif et donc j'ai quitté, au bout de 2 jours, les bancs de la médecine pour aller au STAPS de Limoges et je me suis épanoui au STAPS de Limoges, un petit STAPS où quand on est en première année, je crois qu'on est, 250. Et dès la deuxième année, après, tu tombes à 100 personnes et je me suis épanoui pendant, les années de STAPS à Limoges parce qu'il y avait une proximité avec, les professeurs, les cours aussi. J'ai trouvé ça super. Moi qui étais un élève moyen, en aux secondes, premières, terminales parce que je m'ennuyais en cours. Dès que je suis arrivé au STAPS, j'ai adoré. Ah ouais. OK et tu parlais de que tu faisais des sports collectifs, tu as fait quoi comme sport? Tu as fait du hand peut-être? Voilà, exactement. Moi, je viens du monde du handball. Alors, j'ai touché un petit peu à tout, hein. Tout jeune, j'ai fait du tennis de table où je me débrouillais pas mal. Je devais partir en sport-études, mais dans ma famille, ça a été non et donc j'ai continué. Après, j'ai fait du rugby. J'ai fait du rugby jusqu'à la seconde et je me suis pris un KO. Donc pareil, j'ai arrêté le rugby et ensuite, j'ai fait du handball. Où dans le handball, je me suis, trouvé aussi une passion qui était manager, entraîner. Et donc dès 18 ans, j'ai commencé à entraîner, des petites équipes et puis rapidement, j'ai voulu passer mes diplômes et à 20 ans, j'ai entraîné les moins de 18 championnats de France de Limoges et après je suis passé entraîneur de la nationale 1. Donc je me suis passionné pour ça, pour tout ce qui était management, entraînement et puis après, la préparation physique aussi, m'a permis de toucher des plus gros clubs encore et suite à mes études, j'ai réussi à faire des stages avec des clubs de haut niveau et ça a été passionnant. OK. Les quels clubs? Les clubs alors, j'ai eu, le CSP Limoges dans le basket. J'y suis allé au culot et ça a été, génial. Alors, c'était pas du handball, mais quand tu es de Limoges, le basket, c'est un peu la passion de la ville et à cette époque-là, j'ai fait mon premier stage avec, l'entraîneur qui s'appelait Franck Réginaud. Donc c'était un petit stage d'observation où j'étais pas sur le terrain et à la fin de la saison, Franck Réginaud est remercié, le préparateur physique
Et le président du club qui s'appelait Frédéric Fortet s'est déclaré, président et entraîneur. Et quand la saison a commencé au mois d'août, et beh, le CSP Limoges, a perdu ses, 3-4 matchs de préparation. Et comme moi je connaissais, la où est-ce qu'on pouvait rentrer avec les joueurs, vu que j'avais fait mon stage, et beh, je suis rentré par la porte, de l'entrée des joueurs. J'ai regardé un entraînement qui était à huis clos et à la fin de l'entraînement, je suis descendu, je suis allé voir Frédéric. Il est passé à côté de moi, je lui ai pris son bras et je lui ai fait: «Bonjour, je m'appelle Julien Mazeri, je suis préparateur physique et je vais vous aider». Et là, il me regarde, il fait 1,95 m. Moi, je fais 1,76 m. Il me regarde de haut et de bas, il fait bas, haut, bas, haut. Il me fait: «Toi, tu es préparateur physique?» Je fais: «Oui, oui et je vais vous aider». Il me dit: «Rendez-vous demain, là-haut dans mon bureau et tu me présentes ta planification». Et ça a été les seuls mots qu'il m'a dit. Il est parti et moi, j'avais 22 ans. Je suis sorti du gymnase, quoi, du Palais des Sports et j'ai bondi dans tous les sens, c'était Tu m'étonnes, hein. et je suis rentré dans ma chambre étudiante de 9 m², j'ai commencé à faire la planif, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai appelé mes copains: «Ouais, ouais, ouais», et le lendemain à 14 h, j'arrive au Palais des Sports: «Bonjour, j'ai rendez-vous avec Frédéric Fortet», il m'attendait dans son bureau et je me suis assis, j'ai sorti l'ordinateur, je lui ai expliqué et il a pas beaucoup parlé. Et à 14 h 30, une demi-heure plus tard, il me fait: «Bon, bah, tu commences là avec, Fabien Dubos et David Thévenon». Fabien Dubos qui était en équipe de France et qui jouait au CSP Limoges et David Thévenon qui était le meneur, qui était blessé à l'épaule. «Tu commences avec eux à 14 h 30». «Déjà?» «Oh oui» et c'est comme ça que j'ai commencé, mon premier club de haut niveau a été le CSP Limoges et ça a été top. C'était une superbe aventure, difficile, hein. Je pourrais expliquer aussi des petites problématiques, relationnelles avec certains joueurs, certaines cultures aussi et voilà quoi. Mais c'était top, vraiment top. OK et c'était pas un peu stressant du coup, directement arriver avec des joueurs, comment tu t'y es pris pour proposer du contenu, Ça a été ça, quand je te parle de problématiques, moi j'avais 22 ans. Personnellement, j'ai grandi très tard et j'ai eu ma puberté très tard, entre guillemets, je l'ai eu à 18-19 ans, donc à 22 ans, je faisais encore, bébé. Je faisais, très jeune, quoi. Les gens pensaient que quelquefois on me demandait ma carte d'identité parce qu'on pensait que limite j'étais mineur. Donc quand je suis arrivé, au début, tu avais Paweł Starozemski qui était un joueur aussi international. Tu avais, Dawan Robinson qui était un joueur américain. Tu avais d'autres joueurs des Cotonou, tu avais vraiment plusieurs nationalités et moi qui arrivais 22 ans, avec, très théorique, avec moins d'expérience terrain mmh. et au début, j'ai eu du mal à me faire accepter, par tout le monde, hein, aussi bien les Français que, les étrangers. Mais j'ai lié d'amitié avec, Fabien Dubos, qui avait une forte blessure et qui avait du mal à performer. Et lui, par contre, lui, je lui faisais des séances de préparation physique supplémentaires et petit à petit, en fait, il a performé sur le terrain. Donc en fait, il a été élu meilleur rebondeur, au mois d'octobre, novembre, décembre, 3 mois de suite et donc là, après les joueurs venaient un par un venir me voir en disant: «Ouais, tu pourrais pas me faire quelque chose d'un petit peu plus individualisé?» Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai gagné de la crédibilité malgré mon jeune âge et alors par contre, il y avait quand même les séances collectives. Les séances collectives, sur le terrain, là-dessus, il y avait pas de souci parce qu'il y avait Frédéric Fortet qui était là et qui mettait le cadre. Mais tout ce qui était musculation ou prise en charge individuelle, c'est là où voilà, où ma relation, elle était un petit peu bizarre et je l'ai gagnée grâce à Fabien Dubos et ses résultats sur le terrain et une anecdote aussi que j'ai eue, que je peux raconter ici, c'est, Dawan Robinson qui était l'américain. Sur tout ce qui était séance collective, lui, il suivait mes consignes, mais dès qu'on se retrouvait en salle de musculation sur des séances un petit peu individuelles de rééducation, il m'avait dit: «Non, mais moi, j'ai pas besoin de t'écouter. Moi, si je prends une pilule et je me sens fort». Mmh. Et quand on te dit ça, tu as 22 ans, tu sais pas comment réagir et heu et en fait, il s'est avéré que ce joueur-là, après, il va être, contrôlé positif, je sais pas si c'était lui ou un autre joueur là, et en fait, il va quitter le club quelques mois plus tard pour, mauvais comportement et Ah ouais. mmh. Donc, Ouais. c'était une super aventure, difficile de se positionner quand on est un jeune préparateur physique de 22 ans.
Ça a été ma première expérience pro. Je remercierai jamais assez, Frédéric Fortet, qui malheureusement nous a quittés depuis. Mais, pour moi, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et c'est pour ça que j'ai un conseil à donner à tous ceux qui t'écoutent, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, hein, qui sont passionnés par la prépa physique, c'est y aller au culot. C'est, Mmh. les CV, ça sert à très peu. J'ai été rarement appelé dans la préparation physique, après avoir envoyé mon CV. Par contre, quand tu te déplaces, que tu vas voir l'entraîneur ou que tu vas voir le préparateur physique et que tu vas être assistant, il faut y aller. Il faut que tu l'interceptes, il faut que tu y ailles au culot, il faut être un petit peu, audacieux et qui demande aussi quelquefois un petit peu d'insolence, hein, parce que quelquefois il faut moi pour lui prendre le bras à Frédéric Fortet, vraiment je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je lui ai pris le bras et heu Mmh. et ça a été, le début d'aventure parce qu'après sur le CV, ça m'a permis aussi d'ouvrir des portes sur d'autres sports et voilà. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison, faut y aller directement, moi, c'est un peu comme ça que je m'y suis pris aussi pour décrocher mon stage là, mais c'était plus par téléphone, mais j'avais, eu le contact, peut-être que je pense que tu connais Paul Quétin? Oui, Paul Catin, oui, carrément, Oui oui. et ouais, du coup, j'avais réussi à avoir son contact et je l'ai appelé directement et après, alors à la base, je voulais avoir un stage avec lui, Mmh. mais je savais que c'était un peu ambitieux parce que lui, il est avec les meilleurs tennisman, tout ça. Mais du coup, après, il m'a redirigé. Je lui ai demandé d'autres contacts. Il m'a donné le contact de Julien Gillet. C'est un préparateur physique, à côté de Montpellier et lui, c'était un peu il est en déplacement avec un joueur et du coup, il m'a donné, le contact d'un collègue à lui et c'est lui, du coup, que je vais avoir en tuteur de stage et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut y aller au culot, comme tu dis, c'est important. Bon, il y a le culot, j'aurais d'autres expériences à te raconter dans la préparation physique, où j'y suis allé au culot et puis j'ai vécu des choses, assez incroyables, grâce au culot. Je te dis, c'est pas un CV que j'ai envoyé, qui m'a permis d'avoir les meilleures expériences pro, ou du moins celles qui font rêver, celles qui me font vibrer, sportivement. C'est vraiment celles où tu vas au culot. Ouais et du coup, là, tu avais fait, du coup, ta première expérience en préparation physique dans le basket, quels sont les autres sports, pardon, dans lesquels tu es intervenu? Alors les autres sports, là où j'ai vraiment, fait mon expérience, c'était dans le handball. Vu que, j'avais passé mes diplômes de handball et que j'étais entraîneur, j'ai fait tout doucement, excellence, après, pré-national et puis après niveau national en handball et c'est vraiment dans le handball où j'ai vraiment, testé beaucoup de choses, dans la prise en charge de groupe et puis également dans la rééducation. C'est un sport qui a différents postes, différents profils de joueurs, donc c'était sympa aussi pour tester des choses et c'est peut-être, bête ce que je vais dire, il faut pas mal le prendre, mais c'est là aussi où tu peux tester, avec des petites équipes. Parce que quand tu as des joueurs, de type, Fabien Dubos ou quand tu as Fernando Alonso, entre les mains et c'est pas là où tu vas tester les choses. Avec les sportifs pros, tu fais des choses, dont tu es sûr, que tu vas pas blesser, que tu es dans le vrai, que l'exercice va avoir un effet bénéfique. Tu vas pas te mettre à tester des choses improbables que tu as jamais testées ailleurs. Par contre, avec des petits clubs, tu te dis: «Bah, tiens, je testerai bien ça», voilà. Donc en fait, heu, c'est là où j'ai fait plein de choses et je sais que, tel enchaînement, ça marche pas bien parce que je l'ai testé avec des anciennes équipes et ça marche pas bien et donc je le referai pas parce que l'expérience, elle était pas bonne. Et dès que j'ai des sportifs pros, je reste heu, plutôt carré et je prends dans ma boîte à outils ce que je suis sûr qui va marcher dans le temps qui m'est imparti parce que les sportifs pros, tu les as pas non plus à vitam aeternam. Donc tu essaies d'avoir une certaine crédibilité, une certaine efficacité. Voilà. Et tu Et eu l'autre sport, donc pardon, pour répondre à ta question, donc j'ai fait oui, handball, basket, boxe, athlétisme, athlétisme, football, basket encore, tac, 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 est-ce que j'en oublie au niveau sport? Après de la préparation physique individuelle, si j'ai fait, tout ce qui est, automobile aussi. Alors moins agi en tant que préparateur physique, mais plutôt qu'en tant que conseiller, mais moins sur le terrain parce que j'ai eu la chance de travailler avec Toyota. Toyota où j'ai accompagné, l'équipe Toyota pendant les 24 heures du Mans.
Et donc, j'ai travaillé avec Fernando Alonso, Sébastien Buemi, et cetera. Mais là, j'agissais pas en tant que préparation physique, même si j'ai échangé avec le préparateur physique qui s'appelait, BP. Moi, j'étais plutôt là pour, le suivi nutritionnel et le suivi, pendant les 24 heures du Mans, être là comme un garde-fou. C'est-à-dire que quand ils sortaient du cockpit, de la voiture, moi, je contrôlais tout ce qu'ils faisaient entre, quand ils sortent de la voiture et quand ils vont retourner dans la voiture. Dans les 24 heures du Mans, à un moment, ils doivent, dans cette période-là, se peser, faire le retour aux ingénieurs, boire, se réhydrater parce qu'ils ont perdu, beaucoup d'eau pendant la session, manger, dormir et puis après, les réveiller, 3/4 d'heure avant qu'ils retournent donc on n'était pas dans la préparation physique, là, on est plutôt heu, dans l'accompagnement, de tout ce qui tourne autour de la santé. Et puis si également j'ai fait le e-sport. Le e-sport, j'ai eu la chance de travailler dans le e-sport, dans la préparation physique. Je me suis dit: «Ouais, ça va pas être top» et en fait, je me suis éclaté. Les Ah ouais. jeunes du e-sport, ah ouais, les jeunes du e-sport, ils sont géniaux parce qu'ils suivent tes conseils, vu qu'ils y connaissent rien du tout. C'est pas des passionnés de sport, c'est des passionnés de e-sport et donc vu qu'ils restent assis, 8 heures sur une chaise à jouer à leurs jeux vidéo, toi tu arrives, un petit peu, le gars qui vient un petit peu les déranger. Puis en fait, c'était génial parce que tu as tout à faire avec eux. Ils ont pas de culture du sport ou très peu et heu et puis il y a vraiment une problématique de santé publique, hein, pour les jeunes d'aujourd'hui qui restent longtemps assis, ils restent assis, quand ils assistent en cours et quand ils retournent chez eux, ils restent assis, pour jouer aux jeux vidéo. Donc je te raconte pas l'inactivité physique et derrière, quand, l'équipe MCES de Marseille m'a contacté pour, les accompagner, c'était génial, c'était génial et quand tu vois les jeunes, mais des pros, hein, vraiment les pros, Xwiz qui était, vice-champion d'Europe à Fortnite, tu dis: «Ouais, bon, tu rigoles» et quand il est devant un ordinateur, ça va à une vitesse, c'est incroyable. C'est une pareil, c'est du sport. Bon, c'est pas du sport physique, c'est vraiment du sport cognitif et puis, au niveau de la dextérité des doigts, c'était génial. Donc il y a tout ce qui est également prévention parce qu'il y a beaucoup de blessés dans le e-sport chez les jeunes. Ils ont beaucoup de tendinite dans l'avant-bras et puis aussi des problèmes de dos qui pour certains sportifs de haut niveau, ont cassé leur carrière parce qu'ils pouvaient plus rester longtemps assis, Ah tellement ouais. qu'ils avaient mal. Donc quand ils jouent, en fait, leur attention n'est plus portée sur le jeu vidéo, mais est portée sur leurs blessures ou est portée sur leur, mal de dos. Donc en fait, ils deviennent moins performants. Et tu as des joueurs, pros, sur League of Legends ou d'autres sports qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à taper sur le clavier ou tenir une souris parce qu'ils étaient blessés, voilà. Donc c'est des blessures, c'est totalement rien à voir avec un basketteur, un footballeur ou autre, mais c'était Mmh. passionnant de venir explorer ce chemin. Donc OK voilà un et petit peu tous les sports. tennis, tu pas fait de préparation physique, Tennis quand tu tennis, tennisman? tennis, j'ai fait, de la préparation physique, alors si, j'ai fait de la préparation physique plutôt sur le côté jeune. Côté pro, c'était mon, collègue Alexandre Hidalgo que je pourrais te donner, ses contacts aussi, avec qui j'ai écrit le livre. Moi, j'ai été beaucoup dans la partie test. J'ai fait beaucoup d'exploration sur la partie test dans le tennis, créer la batterie de test la plus pertinente pour accompagner les sportifs et à l'aide d'une batterie de test, comment savoir si, le projet de jeu que le tennisman veut jouer, est-ce qu'il veut être un un serveur, toi, avoir du service volé ou plutôt jouer un fond de cours ou plutôt, jouer de telle ou telle manière? Est-ce que son projet de jeu est en accord avec ses qualités physiques? Parce que tu en as qui veulent faire, service volé, mais en fait, ils sont pas du tout explosifs. Donc tu as envie de te dire: «Beh, c'est normal, tu réussis pas tes services volés parce que quand tu fais service volé, tu arrives trop tard au filet. Donc tu es au milieu du terrain, donc en fait, tu te fais passer». Donc en fait, tu dis: «Beh, soit tu as 2 solutions, soit tu changes ton projet de jeu parce que tu as plus une qualité physique pour jouer fond de cours. Certes, c'est moins fun, c'est moins impressionnant et tout. Ou soit, bah, tu fais une préparation physique qui va te permettre d'être explosif et de répondre à ton ambition de faire du service volé. Donc voilà, et selon ça, si tu décides de faire de la préparation physique te permettant de faire du service volé, il va falloir que tu acceptes, bah, de perdre des matchs aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu as pas les qualités physiques de faire du service volé. Donc peut-être que dans 3, 4, 5 mois, la préparation physique va te permettre de développer tes qualités et de correspondre à ton ambition du service volé. Mais ça, pour ça, il faut que tu acceptes que ce ne sera pas instantané. Soit aujourd'hui, tu es plus à même plutôt de jouer en fond de cours. Donc accepte de jouer en fond de cours. Tu fais la préparation physique qui va te permettre d'évoluer un service volé plus tard. Mais pour l'instant, si tu veux être performant à l'heure d'aujourd'hui, reste en fond de cours. Donc moi, j'étais plutôt avec Alex, on a beaucoup travaillé comme ça.
quelles sont les qualités physiques du joueur et est-ce que ces qualités physiques, à l'heure d'aujourd'hui, lui permettent d'être en accord avec le projet de jeu qu'il veut produire? Donc voilà et c'est un peu partout pareil, hein. C'est, heu, c'est dans le handball, dans le football ou dans tout sport, hein. C'est, à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont tes qualités physiques et est-ce que tu veux performer maintenant ou est-ce que tu veux travailler pour, travailler sur tes points faibles pour après pouvoir développer le projet de jeu que tu voudras développer dans 6, 1 an, 2 ans. Donc voilà un petit peu et dans l'accompagnement des joueurs en tennis, moi j'ai beaucoup été sur les jeunes. En toute transparence, j'ai un neveu, qui s'appelle Victor Masri et qui est passionné de tennis et d'ailleurs qui est dans le livre et qui a 14 ans et qui est classé, 3-6 et il a pour ambition donc, de faire une petite carrière dans le tennis et donc, lui je l'accompagne, depuis, depuis qu'il est né quoi, parce qu'il a commencé le tennis à 3-4 ans. Donc voilà moi un petit peu mon expérience dans le tennis. OK, c'est cool et et tu t'es jamais lancé en préparateur physique, indépendant? C'était toujours en club ou des trucs comme ça? Non, 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 si indépendant, j'ai des sportifs que j'ai suivis, de manière indépendante. Dans la boxe, Nadège Skizora qui était championne du monde de boxe, elle, ça a été de manière indépendante. Après, des sportifs qui viennent, te voir, mais c'est sur des one shot, tu vois? Sur, des plutôt de l'accompagnement, soit sur de retour de blessures ou sur du changement de qualité physique. Mais, comment te dire? À un moment, moi, j'ai eu des opportunités dans la préparation physique, mais également j'ai rencontré, une fille qui est ma femme aujourd'hui et il a fallu que je choisisse entre, soit une carrière de troubadour en tant que préparateur physique, parce que c'est vrai que la préparation physique, c'est une passion et quand après tu es investi soit dans un sport comme le tennis, bah, tu suis ton sportif et tu es, 30 semaines en déplacement avec ton sportif ou dans un club, comme, bah, si, j'ai travaillé aussi avec l'Olympique de Marseille. Quand tu travailles avec l'Olympique de Marseille ou j'ai également travaillé au Villarreal, en Liga, au foot. Quand tu es dans des clubs comme ça, bah, en fait, tu es tout le temps. Tu es tout le Ouais. temps pris, tu vis matin, midi et soir, prépa physique, les week-ends, tu vis les émotions des matchs et à un moment, j'ai décidé de me dire: «Bon attends, tu es passionné de prépa physique, mais il y a aussi d'autres choses à vivre et donc j'ai décidé d'avoir une vie un petit peu plus sédentaire pour l'instant parce qu'également j'ai 2 enfants et quand mes enfants seront un petit peu plus grands, bon, j'en ai déjà discuté avec ma femme, j'aimerais revenir dans cette, machine à laver qui est la préparation physique et les déplacements et les émotions du week-end ou des compétitions, mais il y a un temps pour tout. Tu vois, là, j'ai favorisé un petit peu plus la vie privée et plus tard je retournerai dans une vie professionnelle mouvementée. OK. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, comme déjà tu as de l'expérience, tout ça, donc je pense tu as des contacts sûrement, tu pourras plus facilement, revenir dedans, quoi. Oui, oui, peut-être, du moins je l'espère, hein, je l'espère, avec, aussi bien le réseau et puis après dans tous les cas quand tu t'es écarté, c'est un choix. Je sais que pour revenir ce sera aussi peut-être un petit peu plus compliqué parce que, beh, tu as beaucoup maintenant de préparateurs physiques dans le milieu professionnel. Il y a encore 10, 15 ans, il y avait, la préparation physique quand j'ai commencé était pas aussi, était pas aussi importante dans les clubs. Ça commençait à Mmh. émerger, ça commençait à émerger grâce à des noms comme, heu, Robert Duverne, toi qui a été préparateur physique de l'Olympique Lyonnais, pardon, qui a été aussi préparateur physique de l'équipe de France. Donc, Alain Cantalet, qui a été aussi préparateur physique de l'équipe de France de handball et ces 1ers préparateurs physiques qui ont permis de démocratiser, ce métier. Parce qu'ils ont montré que, l'entraîneur ne pouvait pas tout faire et que c'était bien qu'un entraîneur puisse aussi déléguer, certaines choses et mais aujourd'hui, tu as maintenant beaucoup de préparateurs physiques qui sont formés chaque année, grâce au STAPS, grâce aussi à des formations fédérales, parce que maintenant tu as les fédérations de football, de rugby, de handball qui créent aussi leur propre, diplôme de préparateur physique et aussi c'est des, métiers de reconversion pour les anciens sportifs professionnels qui, quand ils ont fini leur carrière sur le terrain, beh, soit décident d'être entraîneurs, soit décident d'être, commentateur télé ou bien préparateur physique. Donc le marché est peut-être de plus en plus difficile, donc il faudra à moi de me battre pour essayer de trouver des missions passionnantes. Mais j'espère, ouais, retrouver la passion du terrain, très bientôt. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une passion après, ça prend, faut être dedans, quoi, faut être passionné, Dedans, c'est la passion, et ce qui est intéressant aussi, je trouve que
des réseaux sociaux comme LinkedIn, quand tu suis des personnes, heu, il y a plusieurs noms à suivre sur LinkedIn qui sont sympas, qui partagent leurs tips, c'est top. Je trouve que le monde de la préparation physique aussi est bienveillant. Du moins, moi, je le Mmh. vois, je le Ouais. trouve vachement bienveillant. Je trouve on s'aide, tous, même s'il y a quelquefois des désaccords, hein, au niveau des méthodes de préparation physique. On n'est pas tous d'accord sur la préparation physique et heureusement, parce que si c'était une science exacte, on ferait tous la même chose et si Mmh. tous les sportifs répondaient de la même manière, alors on ferait, tous la même chose avec, les mêmes sportifs et je trouve ça top aussi que Internet te permette d'échanger parce que, bah, toi, tu crées un podcast, il y a plein de choses sur internet où maintenant on a accès à des savoirs, beaucoup plus rapidement. YouTube est aussi une bibliothèque d'exercices, une bibliothèque de connaissances au niveau de la prépa physique sur des nouvelles méthodes. C'est génial. Mmh. Tu aurais quelques noms à citer là sur des Aurélien personnes à Brou suivre? Aurélien Broussial, moi, que je connais pas, mais qui est sympa à suivre. Au niveau tu as Didier Reis qui a écrit la Bible de la préparation physique, qui est un personnage, qui est un personnage et qui a des idées bien ancrées. Après, on peut être d'accord ou non avec lui, mais dans tous les cas, c'est des gens qui poussent à la réflexion. Tu as, Benjamin Dalmoral, qui aussi a écrit, des super livres et qui a été préparateur physique du Loup et qui est maintenant préparateur physique de Montpellier, s'il a pas changé et ses livres d'ailleurs, je le conseille, hein, son livre sur la préparation physique et la prophylaxie, je crois, si je me rappelle bien. Il y a un super livre. Il y a il y a un livre d'une qualité, de dingue. Donc, il y a plein de noms vraiment à suivre et voilà. Et après, tu as Instagram avec tout ce qui est, préparateur physique aussi, américain qu'on peut suivre, sur lesquels on peut inspirer certains exercices. Mais, c'est top, Ouais, c'est top, OK. c'est J'aimerais revenir un peu sur tous les différents sports, sur lesquels tu es intervenu. On entend pas mal enfin, on entend les 2 choses. Il y en a qui disent, un préparateur physique, il doit être vraiment spécifique et connaître super bien son sport pour proposer, du contenu et d'autres qui disent on peut intervenir sur différents sports tant qu'on analyse bien l'activité, avant. Quelle est ta vision de la chose toi, comme tu as eu différents sports à ta charge? j'ai vécu les 2 situations et la situation dans laquelle je me suis senti le plus compétent et la situation dans laquelle je me suis senti le plus crédible, le plus compétent c'est quand tu n'es pas spécialiste de l'activité. Ça peut surprendre le monde, mais quand j'étais préparateur physique dans le handball, parce qu'également j'étais préparateur physique au sein d'un pôle espoir au handball, heu, quand tu as une expérience d'entraîneur ou quand tu es tellement passionné, à un moment tu vas juger et à mon avis, un préparateur physique ne doit pas juger à un moment le staff, si à un moment le staff est en perdition. Alors quand je dis juger, c'est parce qu'on est tous portés par la passion et Ouais. quand tu es préparateur physique d'une équipe de handball et que cette équipe de handball, à un moment, ne va pas performer et vu que moi je connais aussi les stratégies de terrain, vu que j'étais entraîneur et bien à un moment, je t'ai perdu Johan. Non, c'est bon. Ouais. À un moment, tu peux te mettre à ton tour à critiquer les choix de l'entraîneur et même si tu es du côté du staff, vu qu'également un préparateur physique aussi aussi peut avoir des relations, on a un peu le cul entre des chaises parce que quelquefois on se retrouve en one to one avec des joueurs en rééducation, en athlétisation et et puis également tu es dans le bureau avec le staff. Et quelquefois, beh, tu vas avoir des joueurs, avec lesquels tu vas peut-être lier d'amitié ou qui vont aussi te faire des confessions sur lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord sur, le projet de jeu et cetera. Et un des risques, c'est, quand les performances sont pas bonnes, de prendre le parti pris du joueur. Et ça, j'ai fait cette erreur, jeune, hein. C'était quand j'étais, jeune, qu'à un moment, en fait, j'étais, plutôt, mmh, touché, touché par l'attention que me portait le joueur, en disant: «Ouais, putain, il me fait confiance et tout». D'un seul coup, en fait, j'ai pris parti pris du joueur et puis, en fait, je suis sorti du groupe staff dans lequel j'appartenais et je me suis commencé à me mettre à critiquer les choix technico-tactiques de l'entraîneur de handball et avec le recul, c'est pas bien. C'était pas bien et quand après j'étais dans des sports où je ne connaissais pas le technico-tactique, c'est là où en fait je suis resté, droit dans mes bottes. Je suis resté, côté staff
parce qu'en fait, c'est l'entraîneur qui me fait confiance et qui m'embauche, c'est lui qui me donne le travail. Et c'est là où je me suis senti le plus compétent parce qu'en fait, j'ai analysé l'activité. J'ai fait, un travail en lisant des livres sur le technico-tactique du sport, sur le football, où j'étais pas spécialiste football, ou sur le basket, où j'ai compris les, les différentes qualités nécessaires à chaque poste. J'ai compris aussi quand on change de système de défense ou quand on change de système d'attaque, quelles sont vraiment les qualités nécessaires à tel ou tel système. Mais, je ne connaissais pas les conséquences de ces choix en tant qu'entraîneur, toi, sur l'influence du jeu. Donc en fait, ça me permettait juste de rester encore préparateur physique et à l'écart et c'était top et c'est là où c'est passionnant d'explorer et de savoir si mon exploration de l'analyse de l'activité est suffisante pour développer les qualités nécessaires pour que le projet de jeu que veut construire l'entraîneur soit en accord avec les qualités physiques que je développe du joueur. Et voilà et moi, je suis plutôt de ce parti pris. Si, dans le futur, je dois retourner dans un sport collectif, je préférerais retourner dans un sport collectif où je n'ai jamais été entraîneur, où je n'ai pas de connaissances, extrêmes du technico-tactique. OK. Ouais, Toi, OK, ça marche, c'est j'aimerais intéressant. bien avoir ton avis là-dessus. Toi, parce que Bah, quand tu es passionné de tennis, pareil, quand tu es passionné de tennis, tu peux t'amener à donner un conseil. Parce que quelquefois, le préparateur physique, il peut accompagner quelquefois des joueurs où il y a l'entraîneur n'est pas là, mais le préparateur physique est là. Et donc pendant 3 4 jours, tu vis, avec ton joueur, tu as l'étiquette du préparateur physique et à un moment, tu peux même déborder en disant: «Ouais, peut-être que sur ce joueur-là, il faut peut-être que tu restes, en fond de cours parce qu'il joue comme ci, il joue comme ça». Tu es préparateur physique. Est-ce que mmh, tu es, et même si tu vois beaucoup de matchs, est-ce que tu peux te permettre de donner ce conseil? ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, là, en tennis, ça fait 2 ans que j'entraîne. Ça fait 2 ans que j'entraîne et du coup, l'année prochaine, je fais la préparation physique, chose que j'ai pas encore fait. Mais après ouais, je sais pas. Pour moi, je me suis dit, c'est important de bien connaître le tennis pour la préparation physique aussi, parce que quand je vois la préparation physique en tennis, il y aura tout ce qui est muscu aussi, mais on va aussi avoir des exercices, tu sais, sur le terrain. Donc moi, je me suis longtemps dit enfin longtemps, ça fait pas longtemps, mais à mon échelle, ça fait longtemps, mais je me suis dit: «Il faut vraiment, être spécialiste du tennis». Bah, moi, je le voyais pour le tennis parce que c'est mon sport, mais je me suis dit: «Il faut être spécialiste dans le tennis pour proposer une préparation physique adaptée au tennis». Mais du coup, je me dis: «Bah, c'est pas». Je pense si même si j'étais pas du tennis et que j'analyse bien l'activité, je pense que je peux proposer du contenu, pertinent quand même. Alors, tu ouais, tu peux proposer du contenu pertinent. Moi, tu vois, j'avais une, une question. À quel moment, si tu es entraîneur et préparateur physique tennis, à quel moment tu t'arrêtes? Alors, à un moment, j'ai été entraîneur de handball et préparateur physique au handball, donc quand tu fais tout, la question ne se pose pas. Ouais. Mais, quand tu dois travailler avec, avec un entraîneur de tennis, heu, à quel moment, toi, ton travail s'arrête et voilà, c'était ça, moi, tout le temps mes problématiques et c'est un peu comme dans l'automobile. Est-ce qu'un bon mécano qui doit préparer une voiture doit être un bon pilote? Ou doit, il y a plein de métaphores qu'on pourrait faire, mais qui marcheraient dans les 2 sens. Et je pense qu'il y a pas de réponse exacte, mais moi, je me sens plus confortable quand, avec mon expérience maintenant, quand je ne suis pas un énorme spécialiste, technico-tactique du sport. Il faut que j'ai les bases, il faut que je connaisse les fondamentaux du sport et je pense qu'après, mon objectif, c'est qu'on me définisse comme un préparateur physique du tennis et non pas un entraîneur et préparateur physique de handball ou un entraîneur et préparateur physique de football. Et c'est pour ça que je pense que on voilà, préparateur physique de tennis, c'est un métier. Entraîneur de tennis, c'est un métier et le risque, c'est quand on connaît trop de déborder et voilà. Mmh et même moi, je me suis dit, comme je vais faire de la préparation physique dans le tennis, faut aussi que je sois, crédible dans ce sport et du coup, moi j'ai voulu vraiment, monter en classement en tennis pour, tu sais avoir les parce que si les joueurs ils te voient et tu as un niveau, un peu médiocre, ça fait pas très crédible. Encore plus pour l'entraînement. La préparation physique, peut-être un peu moins. Et moi, je me suis cette année, ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit: «Il faut vraiment que je sois bon en tennis pour, quand j'arrive et que je propose du contenu, j'ai, un minimum d'expérience pratique».
Après, ça s'applique peut-être un petit peu moins pour la prépa physique, c'était surtout l'entraînement. Mais, Je comprends ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui m'a, hem, toi, quand j'étais au basket, j'étais pas un grand basketteur. Après, j'ai la chance d'être assez polyvalent dans tous les sports, donc d'avoir une motricité qui me permet de m'amuser dans chaque sport. mmh, Mais, mais dans le basket, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, un peu, comme souvent on dit. ouais. Et en fait, là où tu gagnes de la crédibilité, c'est quand ton joueur, il devient performant, il dit: «OK, waouh, c'est un bon». Est-ce que tu dois être, ça, c'est un pour moi, le préparateur physique, c'est un peu la continuité du kiné. Est-ce qu'un kiné, dans le tennis doit être un bon joueur de tennis? Non. Hop, non, non, moi je dirais non, tu vois? Voilà, et en fait, tu vois, pour moi, il y a différentes étapes, et pour moi, il y a vraiment la blessure, le kiné, après le retour to play sur le kiné, sur le préparateur physique, après la préparation physique, le préparateur, et après le jeu, l'entraîneur. Et là-dessus, il y a des moi, je me suis retrouvé dans des situations où au début, tu vois, je culpabilise, et puis en fait, quand tu te mets à faire des jeux avec les sportifs, quand tu dois faire des jeux de sprint ou autre, beh, quand tu les bats, ils te disent: «Ah OK, putain, OK, il est pas spécialiste tennis, mais physiquement, il envoie». Donc en Mmh fait, mh. pour moi, pour être crédible, il faut que tu sois physique, il faut que tu sois bien physiquement. Si tu vas courir, un footing avec eux, il ne faut pas que tu, sois, la corde au cou parce que tu arrives pas à suivre le rythme du footing. Pour moi, tu dois trouver ta crédibilité dans ce que tu enseignes. Tu enseignes des exercices de prépa physique, il faut que tu les maîtrises. Toi, par exemple, moi, des exercices de prépa physique, si on doit aller sur le terrain de la prépa physique, hem, j'ai rarement fait un exercice que je n'ai jamais fait, sur moi. Parce que si je dois le montrer et si je ne sais pas le faire, je perds en crédibilité. Ouais. Vraiment, mais je perds en crédibilité, et donc il faut que je maîtrise quand même l'exercice que je fais faire. La dernière fois, pour la petite anecdote, parce que je fais tout le temps un petit peu de prépa physique, mais plutôt là sur des personnes, soit semi-pro, soit plutôt amateurs, sédentaires, des amis qui me demandent, et puis je prends le kiff de les accompagner, et j'ai vu un collègue, qui a fait un exercice que j'ai trouvé top. J'ai fait: «Oh putain, il est top cet exercice, tiens, la prochaine fois je vais le faire aux collègues, je vais le faire à mon client». Et et pendant la séance, je change un exercice et je mets cet exercice. Putain, et en fait, j'ai sous-évalué l'exercice, parce que l'exercice, en fait, que j'ai vu de l'extérieur, je dis: «Ah, il est facile». En fait, il était complexe à faire, et même moi, j'arrivais pas à le faire. Donc en fait, j'ai perdu ma crédibilité devant mon client, parce que je savais le montrer, je savais lui dire quoi faire, mais quand moi je lui dis: «Attends, il faut que tu te positionnes comme ça», j'ai pas été bon, j'ai pas été Mmh bon, mh. et voilà. Donc je pense qu'il faut maîtriser un petit peu tout ce qu'on présente, à nos sportifs. Et c'était quoi comme exercice? Putain, je pourrais plus te dire, parce qu'après j'ai vite oublié, mais je me rappelle de la situation gênante dans laquelle j'étais. Je te raconterai une bêtise sur le type d'exercice. C'est un exercice de gainage avec de l'instabilité, et puis je dis: «Oh, c'est simple et tout», et en fait, je me suis retrouvé, embêté, parce que, moi, en fait, je me suis retrouvé, ouais, je maîtrisais pas. J'ai tenu l'exercice quelques secondes, mais voilà, j'avais pas trouvé le bon équilibre, et donc voilà, je pense qu'il faut maîtriser ce qu'on propose aux sportifs. Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, moi je pense que j'aurais peut-être presque plus de crédibilité en termes de conditions physiques générales qu'en tennis. Bon, en tennis, ça va, j'ai un bon niveau, mais pas pas Je un très bon non plus après. Après, tu vois, moi, j'avais passé mon brevet d'état de handball, et cetera, parce que j'aimais entraîner. Puis à un moment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je veux faire? Préparateur physique ou entraîneur?» Et ce que j'aime bien, moi, dans le côté prépa physique, heu, c'est qu'il y a c'est que tu peux changer de sport. Donc si à un moment, il y a un sport qui t'ennuie ou autre, tu peux aller explorer d'autres choses, et je trouve que, dans le métier de la préparation physique, il y a le côté, blessure, il y a le côté réathlétisation, il y a le côté performance, il y a le côté aussi, on en parle moins, mais sur la perte de poids aussi sur certains sportifs et ça, c'est pas facile aussi à gérer. Il y a aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est les différences de performance dans la saison. C'est comment, maintenir un pic de performance toute la saison chez un sportif. Je trouve ça hyper passionnant. Mmh, mmh mh. C'est top, et donc toi, les tests, pour moi, les tests, moi, je me suis passionné sur les tests. Les tests, c'était vraiment, moi, la partie que j'ai rédigé le plus sur ce livre-là, parce que, en tant que préparateur physique, je me suis toujours dit que les tests étaient très importants. Pas forcément, alors c'est très important pour évaluer ton sportif,
bien entendu. Mais aussi, pour moi, les tests étaient importants pour m'évaluer moi aussi. Est-ce que mon travail est bon? Parce que, souvent on reproche: «Ah, tu as pas réussi ton objectif, mais parce que, tu en fait, tu pas bien suivi ta nutrition, tu as pas fait ci, tu as pas fait ça», mais moi j'ai fait mon boulot. Toi, le préparateur physique va se couvrir et pour se couvrir, il faut savoir si, tu as bien fait ton travail et Mmh. donc moi je trouve qu'il est intéressant et il est important de faire toujours une batterie de tests avec son sportif pour évaluer, sa condition physique du moment. Après tu fais ta planification avec ton sportif, tu fais les différentes étapes de la planification et tu fais quelquefois des checks de tests, savoir si ton sportif répond bien à ton protocole, à ta planification. Il ne faut pas attendre les 6 mois pour savoir si ton sportif répond bien à ta planification de la préparation physique. Donc quelquefois, moi j'aime bien refaire des tests tous les 1-2 mois pour voir s'il répond correctement à l'intensité, à ton volume d'entraînement. Est-ce qu'il est bien dans le timing que tu voulais? Et si tu vois qu'en fait, il progresse pas comme tu veux, ou il est en perte de performance, là, il faut aller explorer. Putain, pourquoi mon gars, il répond pas bien au protocole d'entraînement? Il y a quelque chose. Soit j'ai mal évalué l'intensité et le volume d'entraînement, soit je creuse à côté du trou, toi il y a quelque chose qui va pas. Si tu as pas de test et si ton sportif, à un moment, il te dit: «Ah, je me sens pas bien, je me sens pas bien», et que toi, tu es là: «Mais si, 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 regarde, tu es bien, tu es bien», et que le gars se sent pas bien, à un moment, ton discours, il va rentrer par une oreille, il va sortir par l'autre. Parce que le sportif, il dit: «Bon OK, Julien, il me dit que je suis bien, mais je suis pas bien. Putain, il veut pas m'écouter, je suis pas bien». Quand il me dit que je suis pas bien, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, attends, ah, tu te sens pas bien? OK, paf, viens, on va faire un test. Tu te rappelles, je raconte une bêtise, tu te rappelles, en explosivité, tu sautais 30 centimètres en squat jump. Tiens, viens, on va voir si, ton explosivité, elle est bien. Bam, viens, on refait le squat jump. Putain, regarde, tu sautes 35. Donc putain, tu es quand même explosif, tu as de l'influx, Yoann, tu as de l'influx. Le problème, il est pas là. Ah merde, oui, en effet, tu sautes que 25 centimètres. Bon, là, il y a un problème. Il y a un problème d'influx nerveux, là, il y a quelque chose. Donc là, soit je change la prépa physique ou soit il faut aller explorer. Est-ce que c'est une fatigue cognitive, fatigue musculaire qui est trop importante? Hem, Si tout va bien, le gars il saute 35 centimètres, déjà tu peux barrer le fait que c'est un problème, physique. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens pas bien? Est-ce que tu as un problème, relation entraîneur-entraîné? Est-ce que, tu as un problème dans ta vie de famille? Est-ce que tu as pas confiance en ton équipementier et que tu aimes pas ta raquette de tennis? En fait, la performance, elle est multifactorielle. Donc, toi, en tant que préparateur physique, quand quelqu'un, un sportif vient te voir et te dit: «Ah, je suis pas bien», tu dis: «OK, viens, attends, viens, on va faire un petit test, savoir, toi, putain, tu es bien en endurance, tu es bien en explosivité, tu es bien partout et tu dis que tu te sens pas bien. Bon, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu veux pas me dire. Il y a un problème, autre, soit psychologique, qui fait qu'en fait, tu viens et tu rumines. Et donc, en fait, toi, ça te permet de savoir si c'est réellement un problème de prépa physique ou c'est un problème général, d'un des facteurs qui tournent autour du sportif, raison privée, familiale, relation entraîneur-entraîné, psychologique. Mais physiquement, tu es bien. Et par contre, si les tests physiques sont pas bien, là, c'est moi qui dois me remettre en question. Parce que, le mec, en effet, il est pas bien. Il est pas bien et il est pas bien et en plus, il le sent. Parce que quelquefois, tu peux être pas bien, mais tu sais que quand tu fais beaucoup de prépa physique, à un moment, tu un moment, c'est normal que tu aies une perte de performance, le temps qu'après ça remonte et que tu sois après, tu arrives à créer une petite surcompensation, quelques semaines plus tard. Mais quand c'est pas bien, il faut se remettre en question. Et si tu as pas de test, tu es mort. Si tu as pas de test, si tu as pas de moyen de comparer à l'instant T, T1, T2, T3, comment évolue ton sportif, c'est mort. Donc le test pour moi est hyper important, quel qu'il soit. Pas besoin de faire des tests, tout le temps qui coûtent des milliers, des cents ou avec des outils hyper chers ou avec des outils hyper technologiques. Maintenant, on a la chance, il y a plein de tests, sans matériel ou avec matériel, petit matériel qui sont reproductibles, qui sont stables dans le temps, et cetera, qui sont fiables, qu'il faut mettre dans notre boîte à outils. Ce serait quoi les tests, indispensables? Alors, test indispensable, moi, les tests indispensables que moi, il y a la composition corporelle. Alors, je sais que c'est plus difficile à aller explorer quand on n'a pas de moyens, mais la composition corporelle, il y a un test donc j'aime beaucoup. Ça te permet d'avoir vraiment une cartographie déjà de ton sportif, sa composition masse musculaire, masse grasse, son niveau d'hydratation et déjà juste ça en début de saison,
juste ça, que ce soit un sportif amateur, semi-pro ou pro. Bon, pro, le problème souvent se pose moins, mais quand, par exemple, tu vas avoir des sportifs amateurs ou qui ont des belles ambitions, fais-lui une composition corporelle. Parce que la composition corporelle, déjà, va définir ton bonhomme. Le gars, tu vas dire, OK, ah, tu as 40% de masse musculaire, tu as 19% de masse grasse, hydratation, tu es bien. Et tu vois, normalement, chez les sportifs pros, qu'est-ce qu'on demande? On veut que plus de 50% du poids, on veut que ce soit du muscle. Donc déjà, il te manque 10% de masse musculaire. Donc déjà, ça oriente une partie de ta préparation physique, comme quoi il faut qu'ils prennent du muscle. Donc si tu es en période estivale de préparation, bah déjà tu peux faire vraiment un travail plutôt hypertrophique, travail de gain de masse musculaire, et cetera. Heu, ça c'est la première chose. Tu vois que ton gars, il a 50% de masse musculaire, donc il est bien. Putain, waouh, tu as vu, tu as du muscle. Waouh, putain, tu as 12% de masse grasse. Waouh, ta composition corporelle, elle est top. Et quand tu fais les tests physiques, le mec, c'est une charrette. Putain, c'est pas possible en fait. Tu as tout le corps qu'il faut, mais par contre, il fonctionne pas. Donc en fait, il y a peut-être un problème de coordination, entre les muscles, donc là, et toi, il y a après, après derrière, tu peux passer sur des tests, d'haltérophilie, savoir s'il arrive à bien se coordonner, à bien activer l'ensemble des muscles, sur les tests spécifiques, voilà, et en fait, cette composition corporelle, elle va vraiment t'aider. Tu es un mec, tu as beaucoup de masse musculaire, tu as 48% de masse musculaire, mais tu as 19% de masse grasse. Donc en fait, ton problème, il est pas masse musculaire parce que tu as 48% de masse musculaire. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu aies 50. Mais ton problème, c'est que tu as 19%. Donc ces 19%, qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire perdre de la masse grasse et vu qu'on va te faire perdre de la masse grasse, ben, indirectement, tu as 50% de masse musculaire en fait. C'est juste que tu as trop de masse grasse. Donc là, tu vas faire plutôt un programme d'entraînement sur lequel il va perdre de la masse grasse. Tu vois un petit peu Mmh. le gars, il a 40% de masse musculaire, il a 12% de masse grasse. Le problème, c'est qu'il lui manque de la masse musculaire. Ton mec, il a 45% de masse musculaire, mais il a 20% de masse grasse. Son problème, c'est pas le muscle, c'est qu'il a trop de masse grasse. Donc il faut lui faire un programme pour qu'il perde de la masse Mmh. grasse. Ton mec, il est bien, bonne masse musculaire, bonne masse grasse et c'est une charrette, c'est qu'il y a un problème de coordination de masse musculaire, de recrutement, et cetera, et donc après, tu fais du travail spécifique, et donc la composition corporelle est hyper importante et on le voit, hein, parce que tu as souvent des sportifs qui sont critiqués pendant les périodes de repos estivales, surtout c'est sur les footballeurs ou les basketteurs, handballeurs, quand ils ont 1 mois et demi, 2 mois de repos, entre mai et juillet, tu as beaucoup de sportifs qui prennent du poids. Et le problème qu'il y a, c'est qu'entre ceux qui prennent du poids et ceux qui ont continué ou qui ont un métabolisme, bon, sur lequel ils ne prennent pas de poids, en début de saison, tu ne peux pas faire la même préparation physique sur ces 2 types de populations. Tu as un mec qui vient avec une prise de poids et l'autre qui est déjà affûté, malheureusement, tu es obligé d'individualiser. Donc voilà, moi, la composition corporelle est vraiment le test number one. Alors maintenant, tu as des outils, hein, tu as beaucoup de balances impédance métrique qui coûtent très cher, que tu peux retrouver dans des centres spécialisés, que tu payes 10-15 € la pesée. Après, tu as des pinces. Je vais faire de la pub pour Biody, c'est une pince qui coûte 2 000 € que tu mets au talon. Pertinence ou pas, l'outil, il existe, il te permet d'avoir un suivi. Tu as des balances, comment te dire, impédance métrique qui coûtent 500 € de la part de, c'est quoi? C'est Tanita, la RD 545 où tu prends avec la poignée. Mmh. Ouais. Petit à petit, tu descends en gamme. Attention aux balances, qui n'intègrent pas les poignets. Pourquoi? Parce que le courant, il est faible. Le courant, c'est un feignant, donc en fait, il va passer d'un pied à un autre quand tu es sur une balance impédance métrique avec, donc ça passe d'un pied à un autre et donc ça ne va pas venir explorer le haut du corps. Donc nous, les hommes, on stocke beaucoup plus la masse grasse sur le haut du corps que sur le bas du corps. Donc ces balances-là, elles sont plutôt, bien pour nous. Chez le public féminin, elles stockent un petit peu plus de masse grasse, au niveau du bas du corps, donc c'est un petit peu plus précis pour la femme, mais ça ne prend pas le haut du corps. Donc il faut tout le temps quand même, quand tu veux faire un suivi corporel, aller vers une balance de qualité qui prend, aussi les mesures sur le haut du corps. OK, ça marche. Après les autres tests, toi, je vais ouvrir mon livre. Les autres tests, moi j'aime beaucoup les tests terrain. Après, moi j'ai été beaucoup test labo, mais tout ce qui est test de détente, ça c'est indispensable, hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un opto-jump, mais test de détente avec la craie, et cetera, ça c'est, pour moi, c'est un super suivi. Si tu as un opto-jump, j'aime beaucoup moi le test, stiffness. Le test, stiffness, c'est un test que j'aime beaucoup. Ensuite, tu as tout ce qui est test de vitesse.
qui sont importants dans tous les tests explosifs. Après, si tu as des cellules, c'est toujours bien d'avoir des cellules. Après, tu connais JB Morin. Oui. Ils ont sorti une application, MindJump, qui permet à moindre coût de faire des tests. Et c'est top parce qu'ils l'ont Mmh. validé scientifiquement. Donc, c'est top. En fait, ça dépend du sport dans lequel tu évolues. Tu ne fais pas forcément Ouais, les mêmes tests. mais moi, j'ai une batterie de tests qui est un peu transversale à tous les sports, c'est-à-dire qui me permet d'évaluer les qualités physiques générales et après, selon le sport dans lequel tu es, je vais aller chercher d'autres tests. Toi, par exemple, un un test de hand grip, de serrage, dans le tennis, c'est hyper important, badminton, tennis, toi, il y a une étude scientifique qui a montré que ta force de serrage est Mmh. corrélée au niveau de performance que tu peux atteindre. Si, par exemple, tu serres que 25 kilogrammes maximum, tu pourras jamais être, seconde série. Ah ouais. Si Ah tu ouais. veux être sportif pro, il faut que tu serres, minimum, 55 kilogrammes, sinon tu pourras jamais être un sportif pro. Tu auras beau faire toute la préparation physique sur le bas du corps ou autre, si à un moment tu as pas assez une force de serrage assez importante, tu peux pas. Pourquoi? Parce que, à l'impact, vu que tu serres pas assez fort, à l'impact, ta raquette, elle va reculer à l'impact et tu es mort, quoi. Et Non, pourtant, faut pas trop serrer parce qu'il faut être, sinon on est trop ouais, crispé, quoi. faut être Faut souple et en même temps, il faut être Ouais. tonique, quoi. Il faut être tonique une demi-seconde, mais cette demi-seconde, elle est nécessaire pour envoyer la balle et donc c'est toi, tu as plein de Mmh mh. après, spécifiques à chaque sport et moi, j'adore faire aussi des sports, des tests, créer des tests spécifiques à chaque discipline. Toi, des tests de précision dans le handball, voilà, j'aime bien aussi faire des tests sous pression. Alors ça, c'est pas des tests scientifiques, mais j'aime bien, dans le basket, ce que j'avais fait au CSP Limoges. Heu, bon, c'était plutôt pour la prépa physique. J'avais enregistré un public qui sifflait, tu vois, grosse bronca, et puis pendant la préparation physique, au lieu de leur mettre de la musique dans le palais des sports, leur mettre ça, tu vois? Donc c'était génial, on s'amusait aussi comme ça, c'était top. Et un bon souvenir. Est-ce qu'au lieu de faire des tests, on pourrait aussi, recueillir les informations, les performances sur certains exos, soit à la main avec, les charges, des trucs comme ça, soit avec des machines maintenant qui recueillent toutes les données et du coup, on aurait, vraiment les données sur chaque séance, chaque semaine et du coup, on pourrait voir l'évolution sans forcément faire des tests qui peuvent être, éprouvants pour certains, quoi. Ouais, alors là, tu parles d'une méthode, j'ai un ami, qui s'appelle Baptiste Lacour. Là-dessus, on a eu pas mal d'échanges là-dessus, sur, moi, je suis un petit peu, je sais pas si on peut parler de la vieille école, mais je suis un petit peu moi, j'aime bien faire les tests max, RM max, tu vois, en muscu. Baptiste, lui, c'est pas qu'il est contre, mais il a aussi un argument qui dit que c'est pas forcément pertinent. Moi, ce que j'aime bien quand je donne une date de test, c'est que quand le sportif sait qu'il va être testé, il vient avec un mindset de, il faut que je performe. Toi, il faut que je performe aujourd'hui, donc il va se mettre dans un mindset et même s'il a mal dormi ou autre, il faut qu'il performe. C'est un peu comme, tu as ta demi-finale, même si tu as mal dormi, il faut que tu performes et là-dessus, Baptiste, et là-dessus, il a raison, c'est que ton flux nerveux, il est pas le même d'une journée à l'autre. C'est-à-dire que ton max, peut-être qu'un jour tu vas être à 90 et qu'un autre jour tu vas être à 85 parce que, tu as pas d'influx, et donc ce que faisait Baptiste, lui, à chaque séance de muscu, il fait un peu un test, de Zardsky, tu sais, là, non, l'échelle de Brinsky, c'est Brinsky, pardon, où en fait, il mettait une charge, il demandait au gars d'aller au maximum et selon le maximum qu'il avait fait, Mmh. bah, derrière, il en définissait Ouais, le max du jour. ouais, Donc théorique, quoi. ouais, exactement, et ce qui lui permettait d'à chaque fois adapter selon l'influx nerveux du moment. Donc c'était son argument qui était entendable, hein. Moi, je trouvais ça pertinent parce que c'est vrai que, quelquefois, on a tous un influx différent, quelquefois, tu as beau aller courir, tu arrives pas à courir à la vitesse que tu veux parce que, tu es pas forcément en forme. Mais moi aussi, j'aime bien travailler en me basant sur le RM max parce que me dire, «Mec, en face, ton équipe en face, elle va pas savoir, elle va pas te demander: "Ah, tu as bien dormi? Tu as mal dormi? Ah, mais si tu as mal dormi, alors aujourd'hui, je vais lever le pied", non, tu es en demi-finale, l'équipe, elle s'en fout si tu as mal dormi, il faut que tu performes, tu vois? C'est Mmh. un Ouais. petit peu plus vieille école et plus facile, pour moi aussi à faire les séances. Mais voilà, pour moi, il y a pas de
Tu t'adaptes pas pendant ta demi-finale ou ta finale, tu dois donner le tout malgré que tu aies bien dormi ou pas et OK et les tests, est-ce que tu as d'autres paramètres que tu prends en compte, pardon, qui sont complémentaires aux tests? Parce que les tests, ça donne des indications, mais ça, c'est mon avis, je pense qu'il faut pas prendre à 100 les résultats d'un test, faut pas prendre à 100 au pied de la lettre, le résultat. Est-ce que tu as d'autres paramètres que tu fais coïncider avec les résultats des tests pour justement être, vraiment aller dans la bonne direction? ouais, tu as questionnaire. Alors moi, j'utilise beaucoup un questionnaire, qui s'appelle le POMS. Je ne sais pas si tu connais, c'est un questionnaire qui permet un Non, petit je peu de comprends. voir, l'état de vigueur, l'anxiété, les niveaux d'anxiété, de fatigue, de dépression, de ci, de ça d'un sportif. C'est, 40 questions où tu dois répondre, si tu es d'accord ou pas avec le mot. Ça permet de voir un état psychologique du moment de ton sportif. Donc et après, donc il y a l'ensemble des tests qui te permettent d'avoir une cartographie du moment de ton sportif, sur les différents critères, hein, vitesse, endurance, sport, souplesse, bref, chacun a ses termes et sa batterie de test. Et après, ce qui va aussi me guider, ça va être l'entraîneur. Ça va être l'entraîneur et les résultats du sportif. Où est-ce que où est-ce qu'il veut jouer? Où est-ce que, qu'est-ce que me dit l'entraîneur? On en revient aussi au projet de jeu. Tu vois, je vais t'expliquer, hem, qu'est-ce que je pourrais te raconter comme une anecdote? Hem, une anecdote, je ne sais pas si cette anecdote va répondre à ta question, mais c'est une anecdote que j'aime bien partager, qui concerne un petit peu le public jeune dans le tennis. C'était dans le OK. tennis. J'ai beaucoup testé de joueurs dans le tennis, de la ligue de tennis, et plein d'académies de tennis. Donc j'ai testé peut-être, plus de 400 joueurs là-dedans et j'ai tout le temps eu le même scénario, c'est-à-dire j'ai des parents qui viennent me voir, leur enfant a 12-13 ans, 13 ils viennent me voir: «Oui, monsieur Mazri, je veux faire une batterie de test, parce que j'ai mon fils, jusqu'à 12-13 ans, il gagnait tous les matchs, il était énorme et maintenant, il est en contre-performance. Il n'arrête pas de perdre, il n'arrive plus à gagner un match». OK, ben, c'est surprenant. Et donc je fais la batterie de test et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que le gamin, physiquement, zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est zéro. C'est une huître. Mais vraiment, c'est le mec, gainé comme une algue, l'endurance d'une huître, vraiment, mais zéro. OK. Et quand tu dis ça aux parents, parents: «Non, non, c'est pas possible, mon fils et tout». Et après quand tu as l'entraîneur qui te dit: «Ben, en fait, ce gamin-là, il a une lecture de jeu de dingue. Donc en fait, depuis qu'il est jeune, il a compris le tennis. Il a une main de dingue, il mettait la balle où il veut. Mais le Mmh. problème qu'il a, c'est qu'il a jamais aimé le physique. Donc en fait, Ah oui. et en plus, il avait la chance pour lui, il avait une croissance un petit peu précoce. Donc en fait, il avait un physique un petit peu plus précoce, il avait la bonne lecture du jeu, la bonne main. Et maintenant que 12-13 ans, tous les gamins commencent leur croissance, leur adolescence, et cetera, ils se retrouvent face à des jeunes qui sont peut-être moins bons techniquement en lecture de jeu et en lecture de jeu que lui. Par contre, ils ont une caisse d'enfer. Et donc en fait, il gagne les 4-5 premiers jeux et puis après derrière, il n'y a plus personne et puis il perd. Et donc en fait, là, le problème qu'il y a, le mec, en fait, il est très bon techniquement, mais physiquement, il est pas bon. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne peux pas me baser que sur, ce que je vais relever sur mes tests. Ouais. Vraiment, le projet de jeu et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment il utilise ses qualités physiques? Et là, c'est inverse de ce que tu me dis, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui a pas de qualité physique, c'est un problème. Et par contre, quand tu as quelqu'un qui est très bon physiquement et qui est bon partout, mais que sur le terrain, il n'arrive pas à performer, quand tu discutes avec l'entraîneur, on se dit peut-être que le projet de jeu n'est pas en accord avec ses qualités physiques. Et peut-être qu'on en revient à un entraîneur qui dit: «Moi, je veux qu'il fasse service volé, service volé, service volé». Mais votre gars, il ne faut pas qu'il fasse service volé. Le mec, il a une VMA de 19 et le mec, il a un 3 poumon. Mais ton joueur, mets-le en fond de cours. Il tape. Le match, au lieu de durer 1 heure et demie, il va durer 3 heures, mais il va le gagner parce qu'il a une endurance de dingue. Il va épuiser le gars en face. Alors certes, c'est moins spectaculaire, c'est moins kiffant, c'est voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire des super beaux points ou est-ce que tu veux gagner des matchs? Si tu veux gagner des matchs, tu as les qualités physiques pour jouer au fond. Si tu veux t'amuser, faire des beaux points, OK, fais service volé et une fois sur 3, tu vas arriver à l'heure au filet, mais par contre, tu vas perdre 2 points sur 3.
Donc voilà un petit peu, et c'est là où je te rejoins. C'est pas parce que le mec sera hyper bon physiquement que derrière il va forcément performer. Et c'est là où à un moment le rôle du préparateur physique doit être à l'écoute de l'entraîneur ou du projet de jeu, quand tu es dans un sport collectif, de l'entraîneur. OK. Ouais, vachement intéressant. Et du coup, là, tu as évoqué un peu 2 profils d'athlètes, celui qui est pas bon physiquement, celui qui est déjà très bon physiquement. Je sais pas si toi tu faisais de la PPG, de la PPS ou, parce qu'il y en a qui parlent de PPG, PPS, mais pour planifier les 2, c'est pas on peut Alors pas toujours, le faire. Comment ouais, tu moi si je dois moi je marche très planification. C'est, quand j'ai un sportif, comme je te disais, je teste pour lui, mais aussi pour moi, pour me crédibiliser moi et puis pour savoir si je fais bien mon travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, retester quand le sportif se sent bien ou pas bien, pour savoir d'où vient le problème. 2, la planification. Même si une planification, tout le monde dit: «Ouais, tu planifies, mais tu vas jamais la suivre». Peut-être, parce qu'il va avoir plein d'aléas, il va se blesser ou on va changer de tournoi et cetera. Mais ma planification va me montrer qu'à un moment, je me suis posé sur mon sportif, je lui ai posé les questions, je fais: «C'est quoi tes tournois importants?» Si on doit prendre l'exemple du tennis. Tes tournois importants ou ta période dans laquelle tu veux performer. C'est cette période-là? OK. Et beh, moi, je pars dans ma planification de la période où il veut être performant et ouais, après je remonte à où on en est aujourd'hui. Je calcule le nombre de semaines qui nous séparent entre le moment où il va être performant et aujourd'hui. Je regarde si je peux faire une planification complète ou semi-complète. Je mets tout ça en tableau et après je prends du temps avec mon sportif et je lui explique: «Voilà, là, on est à l'heure, donc là, on a tout ce qu'il faut pour que tu sois en forme à ce moment-là. Si la période est trop courte, je lui explique qu'on va faire tout, mais il est peut-être un petit peu trop exigeant sur le temps qu'il me donne pour le mettre en forme». Tu vois ce que je veux dire? ouais, Si j'ai que 2 mois et demi pour le mettre au top, ça va être difficile. Si par exemple j'ai 5 mois et demi, là, je rentre dans une planification sur un sport individuel un petit peu plus, concret. Et de là, après, je découpe dans ma planification l'ensemble des régimes de contraction musculaire que je veux travailler et l'ensemble des périodes de préparation physique que je veux travailler. Donc moi, je travaille beaucoup, bon, tout ce qui est excentrique, isométrique, plio et cetera, mais également, comme tu parlais, préparation physique générale, OK? Préparation physique, spécifique et après préparation physique de compétition. Tu vois? Donc, pour moi, il y a 3 types de prépa physique: PPG, PPS et PPC. Toi, si on doit le après il y en a d'autres, hein, il y a plus je sais plus quoi, il y a plein de termes, mais moi je m'arrête sur ces ouais. ça me permet de me dire: «OK, PPG, je suis en PPG, je sors ma boîte à outils PPG, OK? Et 90 des exercices, ça va être de la PPG. PPS, je sors ma boîte à outils PPS, je vais tout le temps garder un petit peu d'exercice PPG, mais ça va être, je vais travailler avec la PPS et donc dans la PPS et après en PPC. Donc j'ai 3 niveaux. J'ai mes régimes de contraction musculaire, dans laquelle période de préparation physique je suis et quel type de préparation je veux faire. Est-ce que c'est de la préparation physique dissociée, associée ou intégrée? Donc quand je suis en PPG, je vais être beaucoup plus en préparation physique dissociée, Mmh. donc je vais être quand même loin du terrain dans ma préparation physique. Quelquefois, je vais faire des séances terrain, mais tout va être 80 du temps, je vais être hors terrain. Quand je vais être en PPS, je vais être mi-dissocié, mi-associé, voire quelquefois intégré. Et quand je suis en PPC, ma préparation physique, elle est soit associée, soit intégrée, mais peu dissociée. Le dissocié, ça va être la séance de muscu quand elle va être en tournoi et qui va faire la séance de muscu pour, juste maintenir une sorte de tonicité et travailler, faire de la prévention, tu vois? Mais vraiment après, ça va être vraiment, je vais essayer d'intégrer mon travail physique, de manière associée sur le terrain avec des balles de tennis, avec les élastiques, hop, tu fais un service et tout de suite après, il faut que tu cours vers le plot, donc tu vois? Mais je vais vraiment l'associer à une activité tennis et intégrer, c'est là, tu discutes avec ton coach, tu vois? «Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, je vais faire du service volé. OK, est-ce qu'on peut faire une partie service volé plutôt orientée explosivité et une série plutôt orientée qualité pour toi?» Voilà, donc après mais là, on est que sur du tennis, il y a pas de plo, il y a pas de medicine ball, il y a rien. C'est l'activité tennis 100 et tu discutes avec l'entraîneur, savoir si tu peux, sur ces sessions, est-ce qu'on peut orienter un petit peu un côté un petit peu plus, perf, où on va faire monter en cardio ou en intensité physique. Et du coup, tu mets souvent plus d'intensité quand tu es en PPS ou en période de compétition et moins d'intensité en PPG. Comment tu
tu gères intensité, volume en fonction des périodes? Alors, c'est ouais, t'as plus de volume. Oui, tu as plus de volume, de PPG, en PPG. Après, le tennis, c'est un peu particulier. Le tennis, c'est un sport un peu, schizophrène. C'est que tu as l'impression qu'ils en font jamais assez. Donc, quelquefois, ils vont faire des entraînements de 2-3 heures, ils vont être tout le temps à bloc. Donc en fait, tu te rends compte que, même en volume d'entraînement, un tennisman a fait beaucoup de tennis. Souvent, ils vont Ouais. faire un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, plus en même Mmh. temps, quelquefois, ils veulent faire de la muscu. Donc, en volume, ouais, en fait, tu contrôles plutôt l'intensité que le volume. Parce que je trouve que dans le tennisman, il y a tout le temps beaucoup de volume. Ouais, c'est vrai, ouais. Mmh. Il y a beaucoup de volume si on doit parler vraiment en temps d'entraînement. Après, et après plutôt tu viens contrôler ta charge, donc l'intensité, le temps de récupération entre les sessions ou entre les répétitions, c'est plutôt là où je vais jouer. Mais le tennis et selon les entraîneurs et la philosophie, heu, le tennis est un sport un petit peu particulier. Si je dois, aller dans un autre sport, dans le basket ou on va être plutôt dans du qualitatif. Plus je vais me retrouver dans le PPC, plutôt je vais être en qualitatif. Toi et donc il va avoir moins de volume, mais par contre quand les gars vous faites le chose, vous la faites à bloc. Mmh. Donc voilà, un petit peu la différence. Mais je sais pas si, ces termes-là, vous les, parce que pareil, ça fait 15-18 ans que j'étais sur les bancs de l'école et donc tous ces termes de PPG, préparation physique associée, dissociée intégrée, hem et les régimes de contraction musculaire, à quelle période tu dois les travailler pour avoir un petit peu de surcompensation ou de la combinaison. Su Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été en STAPS, je pense que c'est toujours des choses qui sont échangées. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose aussi que je vois beaucoup, alors ça sur les réseaux sociaux, ça m'avait énervé à une période, c'est qu'à un moment, la préparation physique, heu, devait tout le temps être, fun. À un moment, je trouvais que sur internet ou quand tu discutes avec des sportifs, je me rendais compte que quelquefois, fallait plus que l'exercice soit drôle ou fun ou innovant ou créatif. Souvent, tu vois plein d'exercices, waouh, mais est-ce qu'il est pertinent? Et à un moment, je trouvais que j'ai vu des séances de préparation physique sur internet, qui étaient, hyper, sympas à voir sur l'animation parce qu'il y avait, plein d'outils, technologiques, plein de trucs, bam, bam, bam et quelquefois on en oublie les fondamentaux, tu vois? Je trouve que quelquefois il y a plein de travail, musculaire qui est fait. Je fais: «Mais attendez, du gainage ou tu en fais? Ou est-ce que tu fais quelquefois ci? Est-ce que ah non, ça j'ai jamais fait» et quelquefois je suis tombé sur des sportifs qui, des exercices de base, mais après ça c'est ma philosophie, juste les exercices de base, hein, de PPG. Quelquefois, ils en ont jamais fait. Tu tombes sur des sportifs qui sont incapables de faire un développé couché, qui est pluriarticulaire, toi qui te fais travailler un gros volume de muscles en même temps, un squat avec de la charge, ils en ont jamais fait, tu vois? Il y a le Mmh. crossfit qui arrive beaucoup dans la préparation physique et c'est top. Le crossfit, c'est très bien quand c'est bien contrôlé. Mais le problème qu'il y a, c'est que le crossfit, c'est, presque quelquefois tout à bloc. Donc pareil, toi, il y a et je trouve que maintenant, ça y est, ça s'est calmé, mais il y a eu une période, il y a 2-3 ans, il y a une phase où la préparation physique, je la trouvais, moi je la regardais avec un regard extérieur, où tout devait être fun, tout devait être, drôle, waouh. Il y avait un peu le côté wow effect, où tous les exercices devaient être, un peu innovants et on en oubliait les fondamentaux et quand j'ai récupéré des sportifs, il y a des sportifs, qui avaient jamais fait des choses simples et basiques du sport, quoi. Ah ouais, OK. Donc Ouais, j'ai mais c'est vrai que ça peut être bien quand c'est, fun pour, peut-être pour les plus jeunes qui sont pas encore familiers, mais il y a des exercices tout simples, hein, des exercices de gainage ou des trucs, des duels, des trucs comme ça, c'est basique et ça reste fun donc il y a un toujours grand moyen de pour les plus jeunes. Ouais, tu vois, si moi je partage beaucoup j'ai des livres, qui pour moi font partie des bibles de la prépa physique, heu et puis des DVD, tu vois? Pourtant, les DVD de Martin Buchheit, mmh, j'invite tous les préparateurs physiques à acheter ces 2 DVD qui sont, la préparation physique en handball, DVD 1, DVD 2. C'était génial, c'est un travail qu'il a fait il y a 15 ans, Martin. Il a filmé plein d'exercices, il en a fait un DVD et c'est hyper inspirant et tout le monde devrait voir ces DVD. Ils sont quelquefois spécifiques handball, mais tu peux faire la même chose en football, en basket, en tennis, c'est vraiment génial. Tu as également des vidéos de la FFT
traîner aussi sur internet. Beh, d'ailleurs, quelqu'un qui a fait ça, une vieille vidéo VHS qui a été numérisée, plein d'exercices qui sont top, qu'il faut aller chercher. Au niveau des livres, moi, il y a Gilles Comiti qui avait sorti 2 livres, sur la préparation physique et la planification qui sont vraiment top. Heu, Hervé Assadi qui avait fait ça aussi sur l'échauffement et sur l'endurance aussi, des exercices, un livre vraiment top. Tu as quoi comme livre? Tu as Alexandre Delal qui a des super livres et je pense qu'un préparateur physique aujourd'hui doit toujours acheter des livres. Ouais. J'espère que toi tu as une belle bibliothèque de livres, parce Bah que ouais, c'est j'en ai hyper important. quelques-uns. Ouais. Des collègues qui ont écrit des livres et c'est vraiment génial de voir tout ce qui s'est écrit. Moi, je dévore les livres et j'apprends beaucoup plus grâce aux livres que quelquefois grâce aux vidéos. Donc voilà, si un conseil que je peux donner, c'est aller explorer tout ce qu'ont fait ces personnes-là. Mais ouais, mes bibles dans la préparation physique, c'est les 2 livres, tome 1 et tome 2 de Gilles Cometti sur la planification que je trouve vraiment top et Martin Buchheit sur ses DVD, Alexandre Delal sur ses livres qu'il a fait, qui sont hyper, vulgarisés et c'est top. Je suis fan de la vulgarisation. Toi, notre livre qu'on a écrit, c'est vraiment très vulgarisé. Ça, le livre, il est pas forcément orienté pour les, scientifiques de la préparation physique, parce que je pense qu'il y a des scientifiques et des collègues qui ont eu les oreilles qu'enseignées, quand ils ont lu quelquefois ce qu'on a écrit, des raccourcis. Quelquefois, on a dû faire des raccourcis. Notre livre, Ouais. il est plutôt orienté pour les parents, les entraîneurs passionnés qui voulaient, une base et qui ne fassent, pas de bêtises, du moins et qu'ils explorent, correctement le monde de la prépa physique. Il a pas été fait pour les scientifiques ou les grands ponts de la préparation physique et la vulgarisation est hyper importante dans le domaine, du sport. Ouais. Ouais, c'est parce qu'après on peut rentrer dans les détails, mais il y a plein de domaines. Ça peut être dans la biomécanique, la physio, même la psycho aussi, ça peut être hyper pointu après, Mmh. Ah, tout heu à fait. De toute façon, la performance est multifactorielle. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est que la préparation mentale, commence à être de plus en plus démocratisée et ça, c'est génial parce qu'il y a 15-20 ans, la préparation physique, était pas démocratisée et comme je te disais tout à l'heure, avec certains préparateurs physiques qui ont une renommée et grâce aussi à des entraîneurs qui ont prêché la bonne parole et l'utilité d'un préparateur physique dans un staff, maintenant pardon, le métier de préparateur physique, la préparation physique est devenue un métier, alors qu'il y a 15-20 ans, très peu de personnes en vivaient. Et c'est en train ce qui nous est arrivé il y a 15-20 ans, c'est ce qui arrive actuellement à la préparation mentale et j'en suis super content. C'est-à-dire dans 15-20 ans, tu auras un préparateur mental dans chaque staff et c'est hyper important parce que le mental est hyper important, hyper ouais, important. Déjà, ouais. quand tu discutes avec des sportifs, le physique bien, mais en fait, tu aperçois que quelquefois, c'est le mental quand tu discutes avec eux qui pêche. Et moi, le sportif de haut niveau que j'ai croisé, qui m'a impressionné le plus, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso, quand j'ai travaillé avec lui, c'est un mec qui a un mental de malade. C'est un mec qui a une résilience de dingue, des qualités physiques de folie et une passion pour son sport de dingue. Et voilà, quelquefois, j'ai vu des sportifs qui avaient des qualités physiques extra, mais en fait, quand tu discutais avec eux, tu t'apercevais que c'était plutôt une problématique mentale sur lesquelles moi je pouvais pas m'aider parce que j'étais pas préparateur mental et donc derrière après t'orienter vers un suivi, du moins tu le proposais parce qu'actuellement aujourd'hui, peu de sportifs encore, de moins en moins, mais aller voir un préparateur mental ou aller voir un psychologue du sport, c'est encore, peu démocratisé même si, de plus en plus en ce moment, c'est en train d'exploser et tant mieux. Est-ce que tu penses qu'un préparateur physique peut, donner des billes en préparation mentale? S'il y a pas par exemple, s'il y a pas de préparateur mental dans un club, tu bosses en tant que prépa physique, tu as des bases. Par exemple, moi, avec la licence, on a eu un peu de prépa mentale. Est-ce que tu penses on peut aiguiller un peu, donner des billes ou même des fois, rien que communiquer avec le sportif, ça peut aider quoi, tout simplement? Ah mais tout à fait, de toute façon un préparateur physique, a un aspect mental aussi. Tu as, un préparateur, un kiné est aussi un peu un préparateur mental, indirectement et le plus important, c'est de rester droit avec son staff, heu, rester, loyal envers son staff et quand tu as un sportif qui te dit quelque chose, il faut que tu ailles dans le sens du sportif, mais aussi dans le sens du staff, c'est-à-dire transmettre des informations et le problème qu'il y a, c'est il y a préparation mentale et confident.
toi. Souvent, un préparateur physique peut être aussi le confident du sportif et c'est là où la barrière elle est difficile. Et quand on est jeune et quand on commence, souvent on est multicasquette, donc oui, tu peux faire de la préparation mentale parce que les petits clubs ou les sports qui n'ont pas beaucoup de moyens, souvent on essaie d'avoir des gens qui sont multicasquettes. Actuellement, tu vois des kinés qui font aussi de la préparation physique parce que les clubs ne peuvent pas se payer un préparateur physique et un kiné. Donc, si tu as la double casquette, oui, ça peut être intéressant. Et, euh, et je trouve ça pertinent. Par contre, dans un club de haut niveau, je pense qu'il est important de dissocier les rôles. Parce que Ouais. dans la tête Mhm. d'un sportif, c'est bien aussi qu'il puisse dire, voilà, lui, c'est mon préparateur physique et lui, c'est mon préparateur mental. C'est un avis personnel, hein, mais, euh, mais je pense que c'est important. Nous, on est tous préparateurs mentaux, on fait tous un petit peu de psychologie, hein, quand nos amis se confient à nous. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais je suis vraiment content de cet aspect-là qui commence à exploser, que la préparation mentale explose. C'est vraiment une bonne chose. Vraiment une bonne chose. Et ouais. Et puis même pour aider, psychologiquement quelqu'un, faut avoir une bonne relation de confiance. Donc même si à la limite, c'est que le préparateur physique, on se sent mieux pour parler, bah, c'est peut-être presque mieux qu'un préparateur mental avec qui on n'a pas confiance. Donc Tout à fait. Après, la chose, quand par exemple, moi, une fois, j'ai eu un sportif qui s'est confié à moi. Euh, alors, je ne dirais pas son nom pour garder le. Mais le sportif se confie à moi et j'avais appris de mes erreurs. Je t'avais expliqué que j'avais fait une erreur où à un moment, quand le sportif s'était confié à moi, jeune, je m'étais mis à critiquer aussi les choix technico-tactiques de l'entraîneur. Et donc, en fait, là, j'avais perdu pied. Donc, à ce moment-là, ce que j'avais appris, c'était de dire, OK, merci pour ce que tu me dis, tout, ça me touche que tu te confies à moi. Est-ce que toi, moi, je me retrouve le cul entre deux chaises. Tu sais que moi, il faut que je sois loyal avec l'entraîneur. Est-ce que ça te dérange pas si j'en parle avec mes mots pour qu'en fait l'entraîneur, ça l'éveille et pourquoi pas après que lui, après, de sa propre initiative, prenne un rendez-vous avec toi pour parler de ça, tu vois? Et donc en fait, ça m'a permis d'être le relais. En fait, le joueur a accepté de ça et je pense que c'était une sorte d'un peu appel à l'aide, toi, du joueur. Au lieu de le garder et moi de rentrer dans ce vice: «Ah ouais, tu as raison, l'entraîneur il est pas cool, papa il n'aurait pas dû te sortir» ou ci ou ça. En fait, il avait peur d'y aller frontal avec l'entraîneur. On n'avait pas de préparateur mental, il s'est confié et après je suis allé voir l'entraîneur, je fais: «Voilà, je pense qu'il serait bien que tu discutes avec un tel parce que, ouais, il y a quelque chose et je pense qu'à un moment, il faut que tu aies une relation, en one to one avec lui» et voilà. Et donc en fait, ils sont allés boire un café et puis en fait, les choses se sont dites. Et puis voilà. Et quand les choses sont dites, en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt des problèmes de communication, souvent dans les équipes, des choses, des mots qui ont été mal pris, qui ont mal été interprétés et souvent après ça règle le problème, rapidement. OK, d'accord. Bah, écoute, on va arriver sur, la fin du podcast. J'ai une dernière petite question. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous partager une expérience que tu as eue avec un sportif ou, une expérience où tu as vu vraiment une évolution, une progression, où il y a eu vraiment un changement, positif avec, quelque chose que tu aurais pu mettre en place, sur le plan physique, psychologique, pourquoi pas, hygiène de vie, une expérience, J'allais te enrichissante? dire, à chaque fois que tu utilises un terme, ça me fait penser à d'autres anecdotes. Ah! Oh, Moi, tu peux en raconter 2 si tu veux, hein. je note, alors je vais te raconter cette anecdote. Je note l'anecdote et je note, OK. Je vais te raconter, attends, parce que j'en ai plein, j'en ai qui sont émouvantes, j'en ai qui sont tristes. Hem, Ouais, où on peut en tirer un peu une leçon, ou tu on pourrait ouais, retirer en tirer quelque chose, quoi, que alors, utile pour d'autres personnes aussi. je vais te raconter, je vais te raconter, j'ai 3 anecdotes, celle de Fernando Alonso, celle d'un hurdler de 110 mètres haies et après, heu, d'une joueuse de tennis. Heu, Et du heu, je commence avec par Fernando. Fernando, quand j'ai travaillé avec Fernando, comme je te disais, je devais contrôler son alimentation et cetera. Et au début, moi, je me dis: «Putain», je devais contrôler l'urine de Fernando Alonso et cetera. Je faisais des tests d'urine pour contrôler le niveau d'hydratation avec un osmocheck et cetera et c'était hyper,
Ce sportif m'a passionné parce que, heu, pendant tous les tests physiques, pendant les stages qu'on a fait au Portugal et cetera, il était tout le temps focus, focus, focus et c'est un mec qui, m'a jamais regardé de haut. C'est un mec qui, a tout le temps parlé avec moi normalement, je mangeais en face de lui et cetera et c'était vraiment top et l'anecdote que j'ai avec lui, c'est, lors des 24 heures du Mans, toi je le il y a j'avais je devais m'occuper de 8 pilotes en tout parce que tu avais les pilotes remplaçants au cas et je leur demandais d'uriner dans un gobelet et il y en avait qui ça les emmerdait, tu vois? S'ils pouvaient éviter de faire mon test et tout. Tandis que Fernando Alonso, tout le temps, tout le temps à l'heure, pam. Il sortait, poum, il allait sur la balance, pam. Il venait me voir, pam, il me donnait l'échantillon, il m'écoutait: «Fernando, faut que tu ailles manger. Fernando, tu vas dormir» et cetera et à un moment, je discute avec lui, je fais: «Ouais, putain, c'est top» et Fernando, il me dit: «Tu sais, Julien, moi, je veux rentrer dans l'histoire de l'automobile». Donc il est champion du monde en Formule 1, il voulait être champion du monde en WEC et puis après champion du monde en IndyCar, je crois, si je me trompe pas, pour rester dans l'histoire, pour que je sois le premier pilote à faire être champion du monde dans ces 3 catégories et il me dit: «Là, les 24 heures du Mans, c'est dur pour moi parce qu'en 24 heures, il faut que je fasse 4 grands prix». Alors que quand j'étais, en Formule 1, un grand prix, ça dure 2 heures et puis après j'ai 2 semaines pour récupérer d'un grand prix. Tandis que là, j'ai 4 heures pour récupérer d'un grand prix, après il faut que je revienne dedans. Donc il fait: «Tout peut jouer dans ma performance. Donc même faire pipi dans un gobelet et tes conseils que tu peux me donner». Et moi qui avais un petit peu, toi, moi j'étais un peu l'emmerdeur, toi, je ne savais pas si j'avais un effet ou pas. Il m'a donné un rôle, toi. C'est pas grâce à moi qu'il a gagné, ces 24 heures du Mans, c'est son talent et cetera. Mais il m'a donné un rôle et c'est là où je me suis dit: «Même quand on est dans un staff, même quand on a un petit rôle, c'est important en fait». Tu t'aperçois que tu peux avoir un rôle, et donc l'attention, je m'en souviendrai toujours parce que c'était une attention particulière qu'il m'avait donnée et de sa part, c'était top et à la fin, il m'a fait une dédicace et voilà, c'était top. Voilà, il était vraiment sympa. Deuxième anecdote, je vais te parler d'une joueuse de tennis, qui était, qu'on entraînait et c'était une joueuse de tennis qui était jamais souriante, qui était, tout le temps qui venait s'entraîner, et qui était dans les 300 meilleures joueuses mondiales et qui était OK. tout le temps, et et à un moment, on la voit plus. Pardon, avant elle était dans les 300 meilleures joueuses mondiales et puis après elle s'est arrêtée. Elle a arrêté sa carrière, puis après elle a voulu revenir et quand elle est revenue, elle venait s'entraîner, avec nous et quand elle venait s'entraîner, elle parlait très peu, hem, elle était pas joyeuse. Toi, même le préparateur physique avait du mal à rentrer en relation avec elle et donc lors d'une session de test, je lui dis: «Excuse-moi, est-ce que, là je t'ai testé, j'ai fait tes qualités physiques, mais j'aimerais bien, j'ai une nouvelle machine qui évalue l'état psychologique du moment». C'était une machine qu'on m'avait prêtée qui permettait de voir l'état psychologique du moment. «Est-ce que tu veux bien que je te teste dessus?» Elle me dit: «OK, pas de souci, ben reviens demain». C'est une machine qui s'appelle le Biflo, c'est une machine qui, avec de l'impédance-métrie, permet de voir un petit peu l'acidité dans le corps et te permet de voir, ton état psychologique et le lien avec les organes, en fait. Savoir si tu as des organes trop acides et s'ils sont trop acides, c'est lié avec, la théorie du second cerveau. Tu vois? Comme quoi les organes seraient le second cerveau et expliqueraient l'état psychologique et je lui fais le test et dans le rapport, à un moment, tu as une empreinte de deuil. Donc ça s'appelle comme ça, empreinte de deuil, et c'est noté sur 5. Donc le rapport te donne, tes différents états psychologiques. À un moment, il y a empreinte de deuil et elle était à 4 sur 5. Et c'est fort, 4 sur 5, c'est une grosse empreinte de deuil et cette empreinte de deuil, c'est pas que tu as perdu quelque chose, ton maman, ta papa ou que tu as perdu un être. C'est une empreinte de deuil, c'est: «J'ai du mal à abandonner quelque chose, à faire le deuil de quelque chose que j'ai abandonné». Donc je lui OK. explique: «Voilà, putain, ouais, tu une forte empreinte de deuil, donc c'est soit tu as perdu quelqu'un et tu arrives pas à faire le deuil de la perte, soit tu as changé une situation dans ta vie, tu as pas assez digéré ce changement de vie». Et là, elle se met à pleurer devant moi. Mais quand je te dis pleurer, mais elle s'écroule. Elle s'écroule, comme si elle venait de se prendre, une trempe, toi, suffoquée et tout. Toi, je t'en parle, toi, j'en ai les frissons tellement que ça m'a mis dans Ouais, une situation ouais, et je lui dis: «Voilà», et là, elle commence à se livrer. Elle me dit: «Ben voilà, il y a X années, quand j'étais sur le circuit pro, bah, je jouais et tout, je faisais le tour du monde et tout, mais je voulais une vie normale.
Donc, j'ai décidé de quitter le circuit pro pour avoir une vie normale, retrouver mes amis, ma famille, etc. Et là, depuis 1 an, je travaille à tel endroit et tout. J'ai une vie normale, mais le circuit pro me manque. Donc, 1 an plus tard, elle a décidé de revenir sur le circuit pro. Elle a perdu des places, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est que les filles que je battais avant, maintenant, elles me battent. Et maintenant, je me rends compte que j'ai plus le même niveau, etc. Et donc, enfin, maintenant, tous les soirs, quand je me couche, j'ai une angoisse, c'est demain matin, est-ce que je me lève pour être joueuse de tennis professionnelle ou est-ce que je me lève pour avoir une vie normale? Et ça fait 3 mois, 4, 5 mois que cette question me hante toutes les nuits, j'ai peur d'aller dormir et ça me hante. Et elle me dit ça en pleurant. Et moi, je dis: «Oh là, tu sais, bon, tu sais ce que je te conseille, vraiment, va voir un psychologue du sport, ça peut vraiment t'aider et tout». Et c'est une démarche qu'elle avait jamais fait de sa vie, jamais. Et je lui oriente vers un psychologue du sport et elle fait quelques séances avec. Et au bout d'1 mois et demi, elle revient, mais joyeuse, sourire, elle refait de l'entraînement avec joie et cetera. Et c'était génial. Et c'était incroyable et après, d'un seul coup, pendant 3, 4 mois, on l'a plus vue du tout parce qu'elle performait sur le terrain et puis elle est rentrée dans les 300, joueuses mondiales, et c'était génial, toi. Et c'est là où ça montre que tu as beau faire toute la préparation physique que tu veux, à un moment, si ton gars ne performe pas, peut-être que ça vient d'un autre problème. Donc la préparation physique ne répond pas à tous les maux et c'est pour ça qu'à un moment, nous, il faut se dire: «OK». Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme je te disais tout à l'heure, tous les indicateurs de la performance du sportif, aussi bien privé que public, privé que performance. Et à un moment, toi, il faut que tu barres. OK, j'ai testé la préparation physique, c'est pas un problème. C'est pas un problème relation entraîneur-entraîné parce qu'il s'est confié, je le crois. Ta copine, ça se passe bien? Ah non, en ce moment, on va se séparer. OK. Bon, ça, je sais qu'une séparation avec une copine, il y a tout le temps des conséquences après ailleurs. Donc, le problème, il vient de là. Tu vois? Et donc, c'est Mmh. important. Et donc, elle, son problème, il venait de là, tu vois? Il venait pas de la préparation physique. Elle aurait fait 6 mois de préparation physique, elle serait restée comme ça. Ouais. Et la dernière anecdote, et là, c'est plutôt préparation physique, planification, et c'est pour finir sur une bonne note, donner de la confiance à tous les préparateurs physiques. J'avais un hurdler qui voulait battre son record au 110 mètres haies, donc je lui ai fait une planification assez stricte avec de l'excentrique, de la plio et cetera. Et c'était la première fois qu'il faisait une planification aussi forte, d'entraînement. Et je savais qu'à un moment, il allait avoir une perte de performance. Mais sa date auquel il devait performer, le 12 juillet, les championnats de France et cetera, il fallait qu'il performe là. On fait toute la préparation physique, tout se passe bien et puis à partir du 20 juin, il m'appelle, il fait: «Ouais Julien, tu es sûr que ça va marcher ton truc? Parce que là, putain, j'ai fait un mauvais temps, hein, et puis les championnats de France, c'est dans 3 semaines». «T'inquiète, t'inquiète, normalement tu vas avoir ta surcompensation. Là, tu as encore un régime de statodynamique pendant 3 semaines, ça va venir». Bah, 1re semaine de juillet, il fait pas une bonne performance, tu vois? Mais meilleur, tu vois, son temps. Je fais: «T'inquiète pas, tu as vu, ça monte, c'est meilleur, ouais, mais c'est quand même dans 10 jours et tout». Ta dernière compétition avant les championnats de France. Pareil, il est encore loin de son record. Je fais: «Ah putain, et toi?» Moi, je commençais à douter, toi. Je dis: «Putain, merde, on a fait une belle prépa et tout». Championnat de France, bam, il bat son record personnel, il m'appelle: «Ouais, putain, trop bien, ça a marché, j'ai battu mon». et heu et moi, je me suis dit, je fais: «Putain, si ça avait pas marché, qu'est-ce que ça aurait donné?» Donc là, je touche du bois, ça avait marché, mais tu te rends compte que derrière tout ça, il y a quand même un gros aspect, un gros aspect psychologique. Il faut aussi croire en ce qu'on fait nous. «Non, t'inquiète Mmh. pas, ça va marcher, ça va marcher». Et voilou. Et donc derrière, c'est vraiment un lien entre tout. Motiver son athlète: «T'inquiète pas, aie confiance en moi, normalement c'est bien, pam, tu as bien bossé», et après voilà. Donc ça, c'était la petite note pour dire qu'une planification, ça se joue jusqu'au bout, quoi. C'est comme une compétition jusqu'à la Bah dernière oui. seconde. Et Et c'est voilà. quoi? Tu avais une période d'affûtage, non, à la fin ou un truc comme ça pour faire, Ouais, bah, oui, vu que c'est un hurdler, avec ce type de sport, tu as la possibilité vraiment de faire des gros cycles d'hypertrophie vraiment en début pendant, 4-5 semaines. Et puis après, j'avais fait un gros travail, d'excentrique. Et puis après, j'avais fait un gros travail heu, de, concentrique, concentrique isométrique. Après, j'ai fait un gros travail de concentrique, après un travail de plio, et puis après j'ai fait un travail de lourd léger, et puis après j'ai fait un travail de stato. Donc tu vois, ça m'a vraiment permis de travailler sur des cycles de 3 semaines, chaque fois des régimes de contraction musculaire bien précis, intégrés ou non après avec des exercices liés à l'activité. Et donc ça, c'était top. Et c'est vrai qu'avec ce type de sport, tu peux aller explorer tout ça et c'était génial. Tu peux aller explorer tout ça.
dès que tu es sur du sport collectif, je trouve que dans le sport collectif, tu prends ton kiff juillet, août, pendant la période estivale où là, tu fais plein de trucs dehors, à l'intérieur. Et puis après, quand tu es en saison sportive, tu fais tes 2-3 séances de prépa physique avec ton club pro, toi, mais ça reste très terrain, toi, où il va y avoir une séance de PMA quelquefois pour faire une piqûre de rappel, mais ça reste très terrain et tu explores moins. Donc, Mhm. ouais, c'est top. C'est top. Ok. Moi, j'ai Ouais, beaucoup parlé, je sais même pas, c'est passionnant. Moi, tu peux me lancer, je parle prépa physique pendant des heures et des heures. Donc, voilà. ah ouais, non, mais c'est ouais, non, c'est super intéressant. Ouais, mais ça montre vraiment qu'il faut se faire confiance, croire en ce qu'on fait, quoi, croire en son programme, sa planif, tout ça. Faut vraiment, moi je le répéterai pas assez, avoir de l'audace. Si ton rêve, je sais pas moi, c'est d'être préparateur physique dans l'équipe de France de handball, ben tu vas à la maison de handball, tu tapes à la porte, tu demandes de parler à l'entraîneur ou au coordinateur de la performance, tu dis: «Voilà, moi je veux faire un stage avec vous». Pendant ton stage, faut se déchirer. Pendant ton stage, il faut que tu crées tes propres outils, ou il faut que tu crées tes propres routines. Il faut que tu montres, il faut que tous tes joueurs aient sa fiche personnelle. Moi, j'ai fait des fiches, tous mes joueurs avaient sa fiche personnelle. Montrer que tu es passionné, que tu travailles, que tu crées tes propres outils, que tu essayes et que quand tu t'es loupé, que tu admettes que tu as loupé, il faut vraiment créer. Et petit à petit, les gens vont se dire: «Ok, lui, c'est un bosseur, je le veux avec moi». Il faut montrer qu'il ne faut pas juste être, ben voilà, j'utilise des outils technologiques, vous voyez, c'est cool, c'est marrant, sympa, boum, tu appuies sur le bouton, ça t'imprime les rapports automatiquement. Non, quelle est ta plus-value à toi? Qu'est-ce que tu vas apporter? Quel est le et heu et voilà, c'est vraiment et puis si tu as un rêve d'aller toucher des sportifs pros, beh, écris ton parcours. Beh, d'abord, je voudrais faire ci, faire ça, rentrer dans la fédé, faire un stage ou prêter mes services de manière bénévole au début et si vous êtes bon, après, on va venir vous chercher. Moi, on est venu me chercher, pour la nationale 1 en handball, parce qu'en fait, je bossais très bien avec des équipes d'excellence et de pré-nationales et vu que j'étais passionné, un jour, il y a un gars, il est venu me voir, il fait: «Ouais, putain, tu veux pas venir travailler avec moi avec l'équipe, nationale, 1, donc 3e division en handball?» «Bah ouais, moi, tu es sûr?» «Ouais, ouais». Et en fait, pourquoi? Parce que j'étais sérieux. En fait, ton sérieux va t'amener des opportunités et voilà. OK. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Si tu as envie d'écrire un livre, Johan, écris un livre. Franchement, ça avec, Oui, Alex, pourquoi pas, hein. on a écrit le livre, sur un coup de tête. En fait, tous les 2-3 fois, par soir, en fait, on centralisait toutes nos connaissances et on écrivait un petit peu notre philosophie de la prépa physique et on discutait, on se relisait, on se corrigeait et cetera et après, au bout d'un an et demi, on se dit: «Putain, merde, on a quand même 200 pages. Putain, en fait, on vient d'écrire un bouquin» et voilà et ça s'est fait comme ça. Et Alex disait: «Putain, mais qui on est pour écrire un bouquin?» Je fais: «Qui on est?» Mais Didier Reyes, Martin Buchheit et cetera, ils étaient comme nous. Tout le monde on est tous au même niveau. Il y a pas personne est meilleur que l'autre. On a tous des outils différents, des philosophies différentes en prépa physique. On a tous des boîtes à outils différentes, des expériences différentes qui fait qu'à un moment ou un autre, on sera pertinent. Et si moi, avec ce bouquin, j'ai pu aider des gens à avoir certaines réponses ou à les accompagner dans la mise en place de la prépa physique, je serais hyper heureux. Bah ouais, bah, moi j'ai appris des choses, hein, dans le bouquin là, Top, parce ça me qu'on fait on connaît pas tout, on connaît pas tout, on apprend encore, on apprend tout le temps, on apprend tout le temps, donc ouais, exactement, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de dire il faut tout le temps apprendre, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est top, vraiment qui est top. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, je pourrais encore parler des heures sur plein de thèmes. oui, Heu, non, mais on peut toujours parler plus, mais si on a fait en grosso modo, on a fait le tour un peu de ce que j'ai prévu et même on a rebondi sur d'autres choses là, c'était non, vraiment super, super intéressant. J'espère que ceux qui ont écouté le podcast ont appris des choses aussi. OK et puis n'hésite pas, s'il y a des gens, ils veulent me contacter, sur LinkedIn, qu'ils hésitent pas à m'envoyer des messages s'ils veulent que j'échange avec eux, c'est toujours un plaisir de partager. Carrément. Donc Bah, voilà et puis, ah, heu et puis hâte d'écouter notre échange parce que là, on échange, mais je le réécouterai, ah savoir ouais, si oui. j'ai dit trop de conneries. Ah ouais. Bah, je te tiendrai au courant quand ça sortira, j'en ai je crois peut-être deux en attente, un ou 2 en attente là OK, et après, j'en sors un par semaine, ça OK. je suis régulier. OK, bah, top. Super, bah, merci beaucoup Johan pour cette initiative
Je te souhaite de t'épanouir dans le métier de la prépa physique, de t'épanouir dans ton futur stage et puis hésite pas à être audacieux et puis, à y aller quelquefois au culot, si ton rêve, c'est d'aller toucher du sportif pro ou la fédé ou autre, quoi. Ouais, pourquoi pas, hein. On verra. OK. Bah, merci encore à toi pour cet échange, pour toutes tes anecdotes et ce que tu as pu partager. C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Ouais, merci à toi aussi. Allez, Ciao. salut, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.